Bonjour à toutes et à tous au deuxième épisode du podcast de Polyfinance, présenté par moi, le host Albert Obed. Aujourd'hui, notre sujet sera sur les NFT, et avec moi deux invités, dont Félix Glorieux et Khalil Arboud. Bonjour Albert. Donc moi c'est Khalil Arboud, je suis présentement VP financement à Polyfinance. Je suis vraiment content de ton accueil aujourd'hui, puis j'ai hâte qu'on discute un peu du monde des NFT, puis de ce trend qui est de plus en plus populaire auprès des jeunes, mais aussi auprès des jeunes adultes comme moi, puis des un peu plus vieux. Et toi, Félix? Ouais, enchanté, moi c'est Félix. Bon, je connais déjà en fait. Je suis VP Affaires à Polyfinance. Je suis aussi étudiant en génie biomédical en 4e année. Et je suis amateur de NFT à mes heures. Donc on va pouvoir s'amuser sur ce sujet-là. Bon, avant qu'on commence, je voudrais juste simplement faire une remarque que le podcast ne doit en aucun cas être pris comme un conseil d'investissement, que ce soit acheter des NFT ou n'importe quoi, ou servir de base décisionnelle pour l'achat des NFT. Dans ce cas-là, on va débuter par une question très simple. C'est quoi des NFT? Un NFT ça peut être tout et n'importe quoi qui est digital. Dans le fond, c'est quelque chose qui est digital, disons, qui est virtuel et qui est sécurisé par le blockchain pour pouvoir donner, disons, donner une propriété à quelqu'un. Un billet d'avion pourrait être un NFT. On va en discuter probablement par la suite. Une pièce d'art pourrait être un NFT. Dans le fond, c'est juste quelque chose qui est virtuel, qui est par le biais du blockchain peut être donné à quelqu'un par propriété certifiée, disons. Je vais rajouter un petit point là-dessus. NFT, ça se traduit en Non-Fungible Token. Mm-hmm. Ça, concrètement, je vais donner un exemple, ça pourrait peut-être aider nos listeners par rapport à ça. Donc, quelque chose de fungible, c'est quelque chose que tu peux échanger pour exactement la même chose. Donc, on peut penser par exemple à de l'argent. Un billet de $20, je donne un billet de $20 à Khalil, il va me redonner un billet de $20. Ça, c'est fungible. Un bitcoin aussi, c'est fungible. Je lui donne un bitcoin, il peut me redonner un bitcoin. Ça va être la même chose. Dans le cas des NFT, c'est le contraire. C'est pas fungible. Donc, si j'ai une pièce d'art, comme Khalil présentait, un billet d'avion, comme Khalil parlait, eh bien, c'est juste moi dans le monde qui a ce billet d'avion-là. Ok, c'est cool. Et dans ce cas-là, où ça a commencé? Comment ça a commencé les NFT? Les NFT, ça a commencé il y a quelques années. Ça a commencé... Ça a connu un peu plus un essor en 2014 avec la plateforme Tumblr. Okay. Cette plateforme-là, elle permettait le partage des photographies, de textes, de créations aux artistes en ligne. Puis il y avait une petite problématique relative aux propriétés intellectuelles de ces arts. Donc on aurait un entrepreneur qui s'appelle Anil Dash, puis l'artiste Kevin McCoy, qui ont tenté de mettre en place un système qui permettait un peu plus de contrôle sur ces publications-là. Puis ils ont remarqué que quelques années plus tôt, il y avait une crypto-monnaie qui s'appelait Namecoin qui permettait comme un registre de domaine. Puis ça leur a donné un peu l'idée de développer un peu dans le monde artistique, intégrer les données des transactions, donc avoir une base sur tout cela qui serait rattaché vraiment à un jeton de crypto-monnaie. Puis au fil des années, ça a un peu développé, ça s'est un peu développé, puis ça a connu un peu plus de popularité en 2017 avec l'apparition de CryptoPunk. Un CryptoPunk, c'est une image qui est faite par un algorithme, donc c'est pas quelqu'un qui l'a fait lui-même, c'est vraiment un algorithme qui a fait ça. C'est 10 000 personnages qui ont été vendus de 24 pixels par 24 pixels. Au début, il valait à peine presque rien, mais plus le temps avance, plus il valent cher. Puis la popularité récemment, ça a fait que ces prix-là, ils se vendent à des sommes incroyables. On peut parler dans les 6 chiffres par NFT. Ouais, 530 millions, je pense, le dernier qui s'est vendu. Ah, quand même. Oh mon Dieu. Ouais, mais une question très importante, puisqu'il y a tellement d'argent en jeu, comment ça se sécurise? Parce que moi, je sais très bien que, je sais que j'ai lu quelque part que tu ne peux pas juste screenshotter un NFT et le vendre, c'est pas possible, donc comment ça marche? Mais peut-être qu'on peut parler en fait de ça, de cette espèce
de stigma de screenshotter des NFT parce que c'est vraiment pas la même chose d'obtenir un screenshot d'un NFT et avoir le vrai NFT. C'est comme si toi, je te disais, tu vas sur le net puis tu imprimes une photo de la Mona Lisa. T'es d'accord avec moi que c'est très différent que le Louvre, qui a vraiment la peinture en soi du Mona Lisa, qui est signée, qui est vraiment faite par la même peinture. Oui, tu aurais une version de la Mona Lisa. Peut-être que tu pourrais prendre une photo qui serait de la même qualité, par contre, tu n'aurais pas la vraie Mona Lisa. Ok, d'accord. Si je peux, si je peux continuer, c'est comme je disais, c'est la sécurité parce que toutes les NFT sont basées sur le blockchain. Ça peut être sur l'Ethereum comme ça peut être sur d'autres blockchains. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un réseau de serveurs un peu décentralisé. Dans le fond, chaque personne qui mine chez lui, il fait partie de ces réseaux-là. Il va recevoir un gas fee, des gas fees quand il y a des échanges. Puis, à partir de ce réseau-là, donc c'est vraiment sur ça qu'on peut baser la sécurité, puis qu'on peut donner une propriété d'un NFT à quelqu'un. Donc, c'est comme Félix disait, c'est pas vraiment j'ai cette image-là, mais c'est que t'as la certification que cette image t'appartient pour de vrai. On peut parler maintenant de hack possible, mais ce qui est nice avec ça, c'est que tout est retraçable d'un portefeuille à un autre. Donc, ça peut donner un peu une certitude ou une clarté d'esprit aux propriétaires. Puis si on veut get technical un peu, là, les deux manières de protéger, ou les deux façons qui sont utilisées actuellement pour protéger les NFTs, c'est soit Proof of Stake, soit Proof of Worth. Celui que Khalil a parlé, c'était Ethereum, c'est vraiment lui qui est utilisé en majorité, puis ça c'est Proof of Worth. Donc pour Proof of Work, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est il faut résoudre des problèmes. Comme je pense que vous en avez parlé dans le premier podcast sur tout ce qui était crypto-monnaie. Donc c'est ça. Donc je pense que les listeners vont être déjà pas mal au courant par rapport à ça. Proof of Stake, c'est une autre version. C'est possible que vous en ayez parlé. Dans le fond, il faut que tu mettes une partie de ton argent sur le site disponible. Comme ça, si tu fais quelconque ânerie, le site pourra la récupérer. C'est ça qui se protège, qui se met. Ok, d'accord, ouais, ça se comprend. Dans ce cas-là, Khalid, tu avais parlé des NFT qui sont les images avec les pixels et tout, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre genre, type de NFT? Il y en a tellement. Ouais, parce que moi je pense qu'il y a 2-3 semaines, j'ai entendu parler qu'il y avait un nouveau type de NFT qui est les audio. Donc je pense que c'est juste peut-être créer de la musique, que ce soit une chanson, peut-être juste 5-6 secondes. Mais imagine si ton artiste favori, c'est qui ton artiste favori? On va pas parler de ça maintenant. Mais si ton artiste favori te faisait une chanson puis c'est avec que toi qui l'avais accès, imagine combien ça vaudrait pour toi. Ah ok, d'accord. C'est ça le principe. Ouais. Donc c'est juste toi qui aurais accès. Tu peux la partager, tu peux la faire écouter à tes amis, par contre c'est juste toi qui as la clé pour cette... c'est ta propriété. C'est ta propriété. Ok, d'accord. Et en tant que moi musicien, comment je pourrais faire où je pourrais, sur quelle plateforme partir, ou que ça soit même pour les images, il y a quoi comme plateforme ou comme outil qu'on pourrait utiliser pour faire cela? Ou c'est simplement juste créer une image et la upload sur un site? C'est je sais qu'il y a le rebondir là, mais le site qui est le plus utilisé, qui se dénomme comme ça, puis ils promotent ça, que c'est les plus populaires, c'est OpenSea. Ça, c'est assez facile, honnêtement, de créer soit toi-même ton propre NFT puis de le mettre de l'avant. Il y a plein d'autres sites qui sont mis de l'avant. On pourra parler après ça des autres utilités. Par exemple, tu as NBA Top Shot, ça c'est des highlights de sport. C'est vraiment la ligue qui les met de l'avant. Tu as Vivi. Vivi, ouais, c'est des comics. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si tu en as d'autres que tu pourrais leur... Il y a NFT Gateway, Super Rarible. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, disons, plateformes pour pouvoir trader. Puis c'est vraiment accessible à tous. Donc si tu es un créateur de contenu, tu peux le mettre. Après, c'est un marché comme tout autre marché. Ça se peut que tu mettes de l'avant des arts puis personne ne les achète. Donc je te dis pas vas-y passe ton temps à faire des pièces d'art ou bien et les mettre sur le marché et ça va se vendre pour des millions. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste que peu importe, un peu n'importe qui pourrait se lancer dans la vente de ses propres créations. C'est une belle manière parce que tu sais, j'ai un ami que son père, il va trouver ça drôle que je parle de ça. Son père, il prend des photos d'oiseaux. Ok. Pour le moment, ils ne sont pas rentabilisés ces photos d'oiseaux. Tu sais, il les met sur une page web, sur son site, puis le monde lui demande est-ce que je peux accéder à cette photo d'oiseau-là, est-ce que je peux l'utiliser pour la peinturer, ce genre de choses. Maintenant, grâce à ce genre de plateforme, il pourra créer un NFT de cette photo-là. Donc, pouvoir la vendre. Ok. Tu sais, il y a Félix qui mentionnait l'application Vivi. C'est une application qui connaît de plus en plus de popularité.
C'est une application qui va vendre des NFT, mais sous forme un peu plus de comics, donc des figurines de personnages de bandes dessinées, de films, etc. Ou bien même des bandes dessinées. Puis ce qui est nice avec ces applications-là, c'est que pour acheter, c'est très très simple. Tu achètes comme si tu achetais avec n'importe quelle autre application sur ton cellulaire. Donc tu downloads l'application, tu mets de l'argent en utilisant ta carte de crédit. Puis une fois par semaine, non, je pense un peu plus qu'une fois par semaine dernièrement, mais il y a des trucs qui s'appellent ça des drops. Donc ils mettent sur le marché, l'entreprise Vivi en tant que telle, l'application met sur le marché des figurines virtuelles ou bien des bandes dessinées virtuelles de personnages qui sont connus. Ils ont fait beaucoup de partenariats récemment. Marvel, donc c'est vraiment des gros noms. Marvel, Disney. Je pense qu'aujourd'hui c'était Simpsons. Je pense Givenchy aussi, des grosses marques qui ont essayé de mettre de l'avant. Ouais, aujourd'hui il y avait la bande dessinée. Je pourrais te la retrouver, mais je pense que c'était Spider-Man des années 1900 quelque chose qui mettent ça en ligne, puis ils mettent ça dans une quantité limitée, dépendamment de la rareté du NFT. Il va en avoir plus ou il va en avoir moins, puis ça va affecter son prix après la revente. Parce que le prix que le monde l'achète dans le drop et le prix qui se revend après sur le marché, c'est complètement différent. Tu peux acheter un NFT à 25 dollars américains, 25 gems, mais un gem c'est $1 américain. Ok. 25 gems, puis après le revendre à 1000 quelques minutes après. Ouais, ça dépend de la loi de exactement. Ouais, ok, Exactement. d'accord. Comme Et dans ce cas-là, parce que Félix est en train de parler d'unicité, est-ce que ces personnages-là sont juste uniques par, je vais dire, est-ce que tu peux avoir le même NFT lui-même, ou est-ce que c'est le même personnage mais différentes photos Le poses visuel, c'est le même. Par contre, à chacun, c'est comme une carte Pokémon. Tu sais, je peux avoir la même carte que toi, par contre, il y a un numéro associé à cette carte. Ok, d'accord. À cette figurine-là. Ok. Qui fait en sorte, c'est là que l'unicité dans ce type de plateforme-là vient en jeu. Ok, d'accord. Ouais. Donc, par exemple, si moi j'ai la figurine de Spider-Man, disons, ben moi je peux avoir, disons il y en a 4000, ben moi je peux avoir numéro 387, et toi tu vas avoir numéro 783. Puis les valeurs, dépendamment du numéro, va varier. Mais en gros, on a la même chose, sauf que c'est vraiment deux NFT séparés. Ok, et dans ce cas-là, il y a une question, c'est que pourquoi alors le monde voudrait s'en procurer? Est-ce que c'est parce que, comme tu as dit, c'est parce que c'est unique? Ou c'est... comment dire? C'est quoi la valeur ajoutée d'avoir un NFT, autre que peut-être vendre, acheter? Ouais, bien sûr. Écoute, si tu regardes les discussions qui se passent entre les personnes d'il y a plusieurs années, puis les discussions que les gens ils ont entre eux aujourd'hui, il y a quasiment toutes leurs discussions se font sur des jeux, ou bien, disons, un monde virtuel. On appelle ça un peu plus le metaverse. Puis ça gagne de plus en plus en popularité. Puis c'est comme un hype qui entraîne tout le monde à l'intérieur. Les grandes compagnies, ils se lancent toutes dedans. Puis même là, avec le COVID, il a vraiment aidé cette situation-là, puis cette gain en popularité, vu que tout se passe virtuellement. On peut même voir récemment Facebook qui a changé le nom de sa compagnie pour Meta. Meta, ça sort pas de nulle part, ça sort Metaverse, du Metaverse, qui est disons, le monde virtuel. Ouais, ben ça, c'est des belles utilités qui sont plus dans le monde Metaverse, mais il y a vraiment beaucoup aussi d'utilités qui sont dans le monde concret. Ça, c'est vraiment des utilités qui sont vraiment intéressantes. J'ai entendu parler de quelqu'un qui avait vendu la moitié de sa maison par NFT. Donc, la moitié du contrat était sur NFT, l'autre moitié était dans le monde réel. Sinon, tu peux vraiment penser à des choses extraordinaires. Par exemple, j'ai entendu parler d'une bijouterie qui offrait un NFT pour le même bijou. Je ne sais pas si tu comprends mon exemple. Je vends une bague, mais j'ai le même NFT de la bague. Ouais, je comprends. Comment ils vendent ça? Ils vendent à travers les NFT. Ensuite, les NFT sont associés au produit. Tu vas reprendre le produit quand tu veux le reprendre. Ça, c'est vraiment pertinent pour des business actuels parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a des royalties que tu peux mettre sur un NFT. À chaque fois qu'un créateur vend ce NFT-là, il reçoit... À chaque fois, Khalil achète un NFT, il le vend à toi. Moi, en tant que créateur, je prends un royalty sur la vente. Puis ça se téléverse à travers des générations et des générations. Donc, pour tout type de créateur, ça a vraiment une énorme utilité. Donc ça, c'est pour les bijouteries.
tu peux penser à d'autres types de créateurs, comme par exemple, on peut penser à J.K. Rowling, elle qui a créé Harry Potter. Elle aurait pu faire la même chose avec ses livres. Oui. Ces livres qui prennent de plus en plus de valeur, ou d'autres types d'offres. Tu sais, elle aurait pu mettre un Harry Potter en gold. Que s'il arrive avec le Harry Potter en gold, tu peux la rencontrer en vrai. Tu peux la rencontrer en vrai toutes les semaines. Quelque chose du genre. Tu sais, des offres extraordinaires qui poussent du hype, puis à chaque fois, elle a des royalties sur ces ventes-là. Donc pour les créateurs, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau et complètement extraordinaire. Ouais, c'est nice, ça, j'approuve. En parlant du hype, les artistes et les personnes un peu plus connues de notre société, ils ont un bon poids sur tout ce qui sur toute cette popularité et cette grande popularité des NFT. On peut penser à Snoop Dogg qui a une collection de plus de 17 millions de dollars, des joueurs de basket qui achètent un NFT puis qui vont le mettre sur leurs souliers pendant les games. À New York City, on peut voir... T'as un exemple de ça? Quelqu'un qui a mis un NFT sur ses chaussures? Oui. Tu me le diras après si tu y penses, mais c'est quand même intéressant. C'est Tyrese Halliburton, je pense qu'il s'appelle, que c'était le premier qui avait acheté c'est un Bored Ape qui a mis sur ses souliers, puis il l'avait acheté à 140 000 $. Donc c'est des NFT qui on parle des sommes de beaucoup d'argent. Ah oui. À New York City, on pouvait voir on a parlé tantôt des NFT, des NFT pixelisés qu'on peut voir à travers les plus CryptoPunks qui étaient à travers la ville en grand écran. Donc ça c'est vraiment assez populaire, puis ça montre que de plus en plus le monde ils sont intéressés à ça, puis de plus en plus on va se tourner vers ça. Ok, et il y a des nouvelles, j'entends parler à propos de nouveaux cas comme quoi les jeux vidéo aussi, les entreprises de jeux vidéo, où il y a même des jeux de vidéo qui sont créés juste pour NFT, où par exemple quand tu joues, tu trouves, je sais pas, n'importe quoi, des trésors, où tu gagnes des missions et tout, tu gagnes des NFT et non je vais dire n'importe quoi, experience points. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et là, comment c'est en train de se passer, et comment ils pourraient juste régler tout ça et sécuriser, parce que en tant que tel, NFT égale argent, et il y a la possibilité de beaucoup d'enfants qui pourraient s'y rentrer. Et pour eux, c'est du gambling. À un jeune âge, c'est du gambling, cela. Oui, absolument. Je peux parler. J'ai un petit cousin qui me demandait, je lui demandais qu'est-ce que tu veux à Noël. Puis qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas avoir un jouet qui est physique, il va avoir ça. Il va avoir de l'argent pour que lui, il va acheter des trucs dans son jeu. Puis ça, c'est pas seulement visible là. Ça fait depuis quelques années que de plus en plus on peut voir ça. Les jeux comme Fortnite, que tu peux acheter des habits pour ton personnage. Ben ça, plus le temps va avancer, plus que ça va être des NFT que toi tu possèdes. Soit dit en passant, ces skins-là, c'est un peu vu comme une porte d'entrée au NFT. Gary Vee, je sais pas si vous le connaissez, lui, c'est comme sa manière de parler des NFT, c'est est-ce que tu as déjà acheté des skins sur Fortnite par exemple? Si la réponse est oui, c'est ok, tu sais c'est quoi des NFT d'abord. Yeah. Mais je veux challenger ta question parce que en quoi tu trouves que c'est différent? Mettons que j'achète une figurine NFT. En quoi tu trouves que c'est différent par rapport à l'acheter en virtuel? Je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus volatile un NFT. Ça se peut que du jour au lendemain, ça perd de la valeur. Mais en soi, tu conserves toujours le NFT. Tu l'aurais juste virtuellement. C'est ça juste Ouais, moi c'est parce que c'est juste une question que quand un gosse va venir, il va avoir un NFT. Ouais. Donc quand tu vas acheter un skin, tu vas avoir le skin pour toujours. Ouais. Et je sais que tu ne peux pas vraiment techniquement vendre ce skin. La seule façon de vendre ton skin, c'est de vendre tout ton account, tout ton compte de jeux vidéo à quelqu'un pour qu'il les ait. Okay. Alors que un NFT, dès que les gosses vont entendre NFT, ils vont se dire ok, donc si j'achète beaucoup d'NFT, je peux revendre après beaucoup d'NFT. Et ça va être un peu comme les problèmes dans la crypto-monnaie, où s'il n'y a pas une restriction d'âge sur cela, je pense que pour moi, c'est comme du gambling. À un jeune âge, Ouais, je c'est là, c'est la job peut-être des entités, c'est la job des parents aussi. Comment un jeune enfant pourrait avoir accès à ce type d'argent-là? C'est quand même compliqué. C'est pas la chose la plus facile là, de rentrer sur un site de NFT sans savoir dans quoi on s'embarque. Puis de mettre de l'argent aussi. C'est pas des US dollars là, qu'on échange entre des personnes. Donc c'est pas la chose la plus facile à faire. Par contre, tu as raison qu'il y a probablement des lacunes par rapport à ça. J'ai une question à vous, les deux. Ouais. Est-ce que vous avez des NFT? Absolument.
Je sais pas si on peut disclose ça, mais Non, juste oui ou non, c'est tout. moi j'en ai quelques-uns, Oui. oui. Ok, Mhm. cool. Sinon, est-ce qu'il y a des désavantages à own des NFT ou à créer peut-être des NFT? C'est personnel. Là. Est-ce que tu trouves qu'il y a un désavantage? C'est toi qui décides. Par contre, donc créer, là oui, il y a des désavantages. C'est pas bon pour l'environnement. Tu sais, il y a des gas fees, comme Khalil en parlait. Ils disent gas fees dans le cas de Ethereum. C'est vraiment des gas fees. J'ai vu sur un article, je pourrais te le faire parvenir par la suite, là, Oui. qu'un NFT équivaut en moyenne à un mois de la dépense en carbone d'un household aux États-Unis. Oh, wow, C'est vraiment, ok, pas quelque chose, ouais. c'est vraiment pas quelque chose qui est négligeable par rapport à ça. Par contre, tu sais, pourquoi c'est le cas? Là, on parle vraiment d'Ethereum. Ethereum, comme on en a parlé avant, c'est proof of worth. Donc, il faut résoudre des problèmes. Il faut résoudre des problèmes en permanence pour être capable de rentrer sur cette blockchain-là. Là, vient un peu l'analogie de l'avion. Tu sais, mettons que on voit un avion qui passe dans le ciel. Est-ce que, si toi t'embarques dans l'avion, est-ce que tu as vraiment un impact sur la quantité de gaz carbonique qui est créée par cet avion-là? Pas forcément, parce que de toute façon, tu sais, l'avion, elle se rendait d'une destination A à un point B. C'est ça. Par contre, dans le cas d'un NFT, ça pourrait être un peu la même chose qu'on se dit. Peu importe qu'on crée cet NFT-là à cet endroit-là dans le blockchain, peut-être que le blockchain serait créé de toute façon. Mhm. Je sais pas si tu comprends mon point. Ah oui, je comprends très bien. Ok. Dans ce cas-là, ah oui. Mais un mois, c'est... En fait, ouais, puis on parle encore d'Ethereum parce que c'est vraiment les plus populaires. Là, ils sont proof of worth. Techniquement, ils sont supposés passer proof of stake l'année prochaine. Ça devrait résoudre la plupart des gas fees. Donc, par rapport à ça, ça devrait s'améliorer. Puis, il y a beaucoup, Khalil en a parlé rapidement, mais il y a beaucoup d'autres cryptos qui sont meilleurs niveau gas fee que Ethereum. Par exemple, Cardano, si je me trompe pas. Il y a aussi Solana, mais encore une fois, toutes ces blockchains-là sont plus facilement atteignables, sont plus faciles, disons, moins chères et tout, mais pour ce qui est du Ethereum, vu sa grande popularité, c'est beaucoup plus sécuritaire de rester sur ça. Ok. D'accord. Si je peux juste vous dire quelques petits fun facts. Ah ouais. Sur le Metaverse, récemment, je regardais, puis il y a comme deux... Commence par faire le lien peut-être pour les auditeurs entre NFT et Metaverse. Peut-être que c'est pas encore clair pour eux. Parce que NFT, on en a parlé rapidement, Mhm. ça peut être appliqué dans Bah, le Metaverse, je pense qu'on en a un peu discuté. C'est vraiment un monde virtuel. Donc c'est comme un jeu, mais vraiment que tu peux acheter avec des crypto-monnaies. Dépendamment du jeu, le nom, la crypto-monnaie qui va être utilisée. Ouais, comme Decentraland, par exemple, c'est le mana, quelque chose du genre. Exactement. Puis en parlant de Decentraland, disons, tu rentres à l'intérieur, tu peux acheter des bouts de terrain avec de la vraie argent, donc avec des crypto-monnaies. Ok. Si je peux donner un Puis les exemple. bouts de terrain, ça serait des NFT. C'est ça le point que je voulais faire. Ouais, exactement. Donc tout ce qui est à l'intérieur, ce serait comme un NFT. Ça serait considéré comme un NFT. Récemment, il y a un yacht qui s'est vendu pour $650 000, un yacht virtuel. Donc la personne ne profite pas vraiment de ça. Moi, si j'ai $650 000 à mettre sur un yacht, je vais acheter un. Un vrai? Ça, c'est un vrai. Je vais aller avec mes amis, je vais profiter. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus virtuel. Mais après, même si moi, personnellement, je ne ferais pas ça, il y a plusieurs personnes qui le feront, puis qui le font pour de vrai. En parlant de Decentraland, je regardais il y a 3 semaines un peu les prix des terrains. Un terrain minuscule valait peut-être $800. Oh. Puis vaut... Quand tu dis minuscule, c'est de combien de pixels? je me rappelle pas, mais c'était le moins cher. Le moins cher que j'avais trouvé, c'était $800. Puis le moins cher qui peut être trouvé, j'ai regardé ça ce matin, $12 000. Donc en moins d'un mois, on s'entend que ça fait un peu plus que x10, fois 1.5. Ouais. Puis tu fais quoi sur tes terrains, par exemple? Pourquoi quelqu'un voudrait les terrains, tu peux faire ce que tu veux, c'est comme en vraie vie. Il y a quelqu'un qui a créé un casino en ligne, dans le monde virtuel, puis le monde peut aller jouer au casino avec de leur vrai argent, puis on s'entend qu'un casino, tu mets de l'argent, tu joues à des jeux, c'est tout ça virtuellement. Puis lui, il ramasse l'argent. S'il gagne, si le joueur gagne, il va sortir gagnant. S'il perd, c'est comme vraiment en vraie vie, sauf que tout est virtuel. Puis je pense que dans les années à suivre, il y aura de plus en plus cette technologie-là. Je peux te faire un peu la comparaison entre ce monde virtuel-là puis les ordinateurs. Il y a là,
là, présentement, on est dans un monde, on est dans le début de ce monde virtuel-là. C'est comme, tu te rappelles quand les ordinateurs, ils prenaient une salle au complet, puis ça prenait genre 30 minutes pour faire 1 + 1 = 2. Ouais. Ben, présentement, on est à ce stade-là de monde virtuel, puis dans les années à suivre, ça va être incroyable comment ça va se développer. Puis vraiment, moi, j'arrive pas à visualiser. Je sais pas qu'est-ce que les entreprises, les grandes entreprises planifient pour sortir dans les nouvelles technologies. Mais vraiment, on est au tout début. Je sais qu'on parle souvent de visual, de VR. Oui, Mais là, virtual reality. Visual reality. Mais là, il y a quelque chose qui est de plus en plus... on entend un peu plus, ça s'appelle augmented reality. Oui, il y a aussi. Ouais. Donc là, on se dirige vers quelque chose que pour moi, c'est encore on est un peu dans le flou, on est un peu dans l'inconnu. Puis honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça va donner quoi dans le futur. Puis tu sais, comme tu dis, je veux juste rebondir là-dessus, là, les grosses compagnies, comme tu l'as dit, ils commencent à rentrer dans ce jeu-là. Donc je sais que Nike, ils ont signé un patent pour avoir leur brand dans le monde virtuel, dans le metaverse. Okay. Puis justement, comme Khalil vient de parler justement des AR, ça m'a... Une nouvelle qui est sortie hier, en fait, c'est que Apple planifiait faire leurs propres lunettes AR. Remplacer un peu l'iPhone par des lunettes AR, comme Khalil en parlait. Donc des lunettes d'augmented reality. Okay, donc c'est vraiment toutes les grosses entreprises, tout le monde est en train de bifurquer vers cette direction-là. Puis juste pour faire un petit retour vers les NFT, dans ce monde-là virtuel-là, tu sais, disons, tu as une maison, tu as une cuisine, tu as une table. Ben, la table, la forme de la table, ben, la table en tant que telle, ce serait un NFT. Ton tapis, c'est un NFT. Ta peinture que tu mets sur... Donc tout ce qui est littéralement digitalisé dans ton monde, tu peux l'acheter, tu peux le vendre. Absolument. Ouais. Puis pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est parce qu'il y a une façon de trace. Il y a une façon de retracer que ça appartient à cette personne-là, pour sûr. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Vous avez quelque chose à dire encore? Ben, on peut parler un peu, parce que là, on fait juste dire des points positifs. On veut pas que tous nos listeners se mettent à acheter des NFT puis perdent un peu leur argent par rapport à ça. C'est sûr qu'on est un peu on est d'accord pour dire qu'on est dans un bubble un peu par rapport à tout ce qui est NFT, par rapport à tout ce qui est crypto. Faut se méfier. C'est comme quand le web est apparu il y a à peu près 20 ans. Tu sais, la plupart des pages web qui ont été créées il y a 20 ans n'existent plus à ce jour. Par contre, celles qui ont bien performé, comme par exemple Google, je sais pas combien de temps ça fait qu'ils sont créés. Il va beaucoup. Ils valent énormément, comme je l'ai dit. Donc, il y a certains projets qu'on voit actuellement, dont on a parlé, que probablement dans 20 ans ils n'existeront plus. Par contre, il y en a d'autres que c'est des mines d'or, c'est des diamants. Puis peut-être qu'eux, ils vont valoir des sommes encore plus énormes que ce qu'on voit actuellement. Donc, il faut juste se méfier. Peut-être que c'est quelque chose d'assez risqué. Absolument. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui reste un peu dans l'inconnu pour tout le monde. Puis même s'il y a un grand hype, faut pas se lancer directement. Ça serait peut-être un petit conseil que je pourrais donner. Pas se lancer, de peut-être faire attention à ce qu'on fait dans ce monde virtuel-là, qui est tout nouveau encore, puis qui est un peu inconnu de la plupart des personnes. Ouais, parce que ça peut, la personne qui a acheté son bateau à 650 000 $, elle peut se réveiller demain, puis ce bateau-là, il a disparu. Il a chié. Il a coulé, son bateau. C'est vrai. Donc, sur ce, merci pour ce conseil et merci à vous. Merci à toi Khalil et merci à toi Félix pour avoir participé dans ce deuxième épisode du podcast de Polyfinance. Ça a été un plaisir. Et merci à vous les listeners. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode qui est sur les crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien ou soit dans YouTube, soit Spotify et on vous reverra le mois prochain pour le troisième épisode du podcast de Polyfinance. Merci.